Bon, très bien. Déjà, bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Data Date. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Malin Ridal, qui vient nous parler de son livre qui vient de sortir, L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme. Donc, qui va nous parler de qu'est-ce que l'empathie, comment l'apprendre, c'est le principe aussi, et quelle est son utilité en fait au quotidien dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, dans son travail, dans la société en général. Et donc, Malin, déjà merci d'être parmi nous. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, nous parler de votre parcours, qui est quand même assez en lien avec le sujet du jour? Un peu en lien, effectivement il y a l'inspiration notamment évidemment du modèle danois, mais moi je suis d'origine danoise, mais je vis en France depuis presque 30 ans maintenant. Je suis arrivée jeune fille au pair à 18 ans, donc ça fait plus de temps que je vis en France qu'au Danemark. Et puis j'ai eu d'abord une carrière, on va dire le fil rouge de ma vie ou ma carrière, c'est que j'ai beaucoup suivi mes rêves d'enfance. Et j'avais un premier rêve qui était de venir vivre en France et un autre qui était de travailler dans l'hôtellerie. C'était mon grand rêve, et donc j'ai passé une dizaine d'années dans l'hôtellerie effectivement pour le groupe Hyatt. Et puis en 2012, le premier rapport des Nations Unies est sorti. Et le Danemark a été déclaré comme étant le pays le plus heureux au monde. Et donc moi, ça m'a intriguée et j'ai commencé à lire le rapport, bien sûr, pour comprendre même comment on définit ça, est-ce que c'est déclaratif, comment on peut dire qu'il y a un pays plus heureux qu'un autre. Et j'ai écrit et publié mon premier livre au bout d'un an de recherche sur le sujet, qui est en réalité un sujet passionnant. Et on en parlera, c'est lié aussi à l'empathie, mais qui est non seulement la question de comment je deviens heureux moi-même pour optimiser mon propre bonheur, mais une fois qu'on a peut-être plus ou moins répondu à cette question, comment on fait fonctionner à plusieurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans le monde, donc même si on estime avoir trouvé notre bonheur, comment on fait fonctionner ce qu'on appelle des communautés ou des collectivités. Et donc ce livre a été publié, il s'appelle Heureux comme un Danois. Il a été publié en 2014 chez Grasset et ensuite j'en ai publié donc 3 autres, avec le dernier qui s'appelle L'empathie, ça s'apprend. Et c'est un livre que j'ai écrit aussi pour soutenir un projet que j'ai porté auprès du ministère de l'Éducation nationale, notamment avec Gabriel Attal qui l'année dernière était ministre de l'Éducation. Donc j'ai eu le privilège de pouvoir me déplacer avec lui au Danemark pour voir ces cours d'empathie, enfin dites d'empathie au Danemark, qu'on a mis en place il y a plus de 49 ans. Ah oui. C'est un projet au long cours. On a beaucoup de recul, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et le Danemark, c'est un des pays au monde, ou en tout cas en Europe, où il y a le moins de harcèlement à l'école. Donc c'était aussi par cet exemple-là que Gabriel Attal a voulu aller voir là où il y a des bons résultats, et donc où on a en plus beaucoup de recul sur ces enseignements d'empathie, d'intelligence émotionnelle, pour donner des compétences aux enfants aussi dans le relationnel et pouvoir fonctionner en groupe avec les autres, en collectivité. Et puis moi maintenant aujourd'hui j'accompagne les entreprises, les COMEX, les dirigeants, et même jusqu'à faire des vraies transformations culturelles, toujours avec le point de départ comme étant comment on utilise le bien-être comme un levier de performance et pourquoi ça a un effet sur effectivement l'engagement, sur l'innovation, la créativité, la performance tout court dans une entreprise. Donc on en parlera sûrement un peu. Mais en tout cas, mon univers aujourd'hui, c'est accompagner les entreprises et les dirigeants. Et puis j'ai mon projet sur l'empathie, les cours d'empathie à l'école, que grâce à Gabriel Attal, on a pu maintenant lancé dans toutes les écoles en France. Ah oui, impressionnant de voir dans 49 ans les résultats. Oui, de petit à petit, oui. Petit à petit. Non, mais vous parlez de transformation culturelle, effectivement, c'est important de le faire. Ce sera quelque chose, peut-être un bruit de fond qui a une transformation sur le long terme. Mais si au Danemark, ça a pu faire ses preuves,
Et moi, je dis toujours, parce que évidemment il y a eu un débat quand la proposition a été faite et que la décision a été prise, ça ne va pas tout régler, et ça je suis d'accord, mais c'est déjà, enfin je veux dire, même si ça ne règle pas tout de suite, c'est un pas dans la bonne direction. Et moi, pour avoir fait des expérimentations moi-même dans certains collèges, je vois, enfin moi je dis que si déjà ça a un effet sur 1 ou 2 ou 3 élèves, ça vaut déjà le coup de continuer, évidemment, et ça peut absolument pas faire de mal d'enseigner l'intelligence émotionnelle, la confiance en soi, la confiance aux autres. La confiance, c'est un sujet extrêmement central pour vivre ensemble dans un pays ou pour fonctionner ensemble dans une classe ou dans une entreprise après. Oui, ce qui commence dans une classe peut être réplicable, on parlait dans une entreprise, dans la société en général. Mais pour revenir un petit peu sur les bases, en fait, c'est pour vous, quelle est la définition que vous donnez à l'empathie? Parce que j'ai cru comprendre qu'on n'était pas non plus sur quelque chose de très dans les sentiments, de totale communion avec les émotions d'autrui. Il y avait... Oui. Et comment vous définiriez l'empathie? Quelle est la différence avec la bienveillance, la compassion? Justement, c'est très important en fait de le définir. L'empathie, la manière dont je l'enseigne, en tout cas dans l'entreprise, c'est beaucoup un outil de gestion relationnelle, évidemment. Donc moi, je parle du fait de voir, comprendre et accepter l'autre. L'empathie, c'est pas ressentir l'émotion avec l'autre, ça c'est de la compassion, mais c'est de pouvoir comprendre une émotion qu'on ne partage pas forcément, ou comprendre une idée qu'on ne partage pas forcément. Et l'empathie devient l'empathie chaleureuse quand on a des points communs, quand on est semblable, est plutôt quelque chose de facile et très agréable, mais c'est pas quelque chose qui demande un effort énorme, parce que vous allez me dire, ah j'adore la Grèce, ah bah moi aussi j'adore, et donc on va se sentir en résonance, et dans une forme d'empathie, je me mets à votre place, vous êtes allé en Grèce et moi aussi j'adore la Grèce. Mais là où c'est compliqué, ou là où ça devient intéressant, c'est quand on n'est pas d'accord et qu'on se dit mais j'ai rien en commun avec elle, ou avec cette personne ou ce groupe de gens. Et comment on utilise l'empathie pour mettre... on a pu appeler ça aussi de la tolérance, mais pour quand même fonctionner malgré nos différences. Et c'est là où le voir, comprendre, accepter qu'il y a une différence. Si c'est très difficile, souvent je donne l'option de pouvoir constater. Le sujet qui était très clivant à l'époque, anti-vax-vax, le fait de dire à quelqu'un qui ne s'est pas vacciné, c'est complètement idiot, mais voilà, c'est ta faute, etc. Et, c'est fermer la conversation, en fait. C'est fermer la conversation, et puis surtout, on renforce lui sa position à dire, mais non, au contraire, il va collectionner des preuves dans son sens et dire, mais non, il y a plein de cas, etc. Donc, en fait, on ne gagne rien, on renforce le conflit et cette polarisation qu'on voit, les gens ils deviennent de plus en plus radicaux, et donc du coup le fait de pouvoir juste accepter de dire pourquoi tu t'es pas vacciné, il donne les raisons et on constate, on peut accepter, peut-être aussi qu'il y a d'autres façons de voir les choses, et puis le dernier stade c'est d'apprécier cette différence. Ça dépend évidemment des cas. Mais c'est un vrai outil de gestion, surtout dans la tension, dans les différences. Et je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, après, on parle souvent aussi du fait de se mettre à la place de l'autre quand on parle de l'empathie. Et ça, c'est une notion qui, pour moi aussi, potentiellement un peu dangereuse, parce que si on se met à la place de l'autre, on fait de soi-même le central, quelque part, le point central de la situation. Alors que c'est pas nous, c'est l'autre. Et se mettre à la place de l'autre, tout en étant une autre personne, peut tomber complètement à côté de la plaque. Souvent, je dis, moi, d'origine danoise, j'ai été élevée avec énormément d'autonomie. Pour moi, la vie, c'est une grande aventure. Il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Enfin, globalement, j'ai une confiance énorme à la vie. Et si je rencontre une jeune femme qui me dit « j'ai une boule au ventre, je suis triste dans mon travail », je me mets à sa place. Je vais lui dire « ah bah, t'es missionné ». Oui.
Alors que cette jeune femme, peut-être ses valeurs sont sécurité, devoir, responsabilité. Et donc dans l'incapacité, évidemment, donc je me mets à sa place, ça n'a aucun intérêt. Et au mieux, ça n'a aucun intérêt, et au pire, je peux éventuellement lui faire du mal. Donc il ne faut pas confondre soi-même avec l'autre. Donc se mettre à la place de l'autre, il faut vraiment faire attention, parce qu'on peut vraiment tomber à côté. Oui, c'est l'adage, il ne faut pas penser à la place de l'autre, en fait. Ça peut être quelque chose, effectivement, il faut comprendre. On peut se tromper. Chercher à comprendre. Et en fait, dans l'empathie, c'est un peu une base à la relation à autrui. C'est quelque chose qui appelle à se décentrer de soi-même, à plus tout ramener à soi, mais à écouter l'autre. Et comme on dit, en fait, effectivement, dans nos cercles proches, nos cercles d'amis, on choisit les personnes avec qui on est en relation. Mais en fait, dans la société, à l'école, en entreprise, on ne choisit pas les personnes avec qui on est. Non. Et donc, comment on travaille une communication qui est positive, qui est efficace aussi, parce que c'est ce que vous avez l'air de dire aussi, c'est que la compassion, l'émotionnel, ça peut permettre de créer des liens, mais ensuite la communication, elle s'arrête là finalement. On comprend moins bien les avis divergents de chacun pour pouvoir arriver ensuite à je ne vais pas forcément dire un résultat, mais en tout cas un constat commun, une compréhension de l'autre, etc. Et surtout une ouverture d'esprit. Et puis je parle souvent de la nuance. L'empathie permet aussi la nuance. Ça permet, on peut avoir des convictions extrêmement fortes sur un sujet, se positionner, mais garder une petite ouverture de 5 à 10% de réflexion, d'espace, de nuance, de pouvoir recevoir une opinion contraire sans vouloir le combattre tout de suite, mais le laisser vivre comme un petit doute, une réflexion, même si on est à 90%, 95% convaincu ailleurs ou par autre chose. Je pense que c'est très important de développer ces compétences-là pour pouvoir fonctionner ensemble avec surtout les tendances qu'on voit en ce moment. Oui, avec cette polarisation des débats. Enfin, je crois que c'était Le Monde notamment qui avait fait toute une série d'articles sur les disputes pendant les repas de famille au moment où évidemment il y avait la crise sanitaire, il y avait les vax, les anti-vax, et qui parlaient vraiment de ces frictions qui se retrouvent même dans des cadres aussi intimes que la famille. Et avec le seul résultat, en réalité, de renforcer les gens dans leur retranchement, etc. C'est vraiment pas efficace. Et donc, en fait, même si l'empathie en soi, c'est une valeur, je pense que tout le monde peut être d'accord sur le fait que c'est quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a des bénéfices? On parlait aussi de l'empathie liée à la confiance en soi. Je sais que vous abordez aussi la notion de sécurité psychologique, de ce que ça peut apporter aussi de se sentir en confiance. Est-ce que vous pouvez un peu développer Oui, parce que la sécurité psychologique, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on enseigne aussi au Danemark. C'est la culture avec laquelle on essaye de former les enfants à l'école, de pouvoir oser poser une question, tenter une réponse, émettre une idée et se tromper. Donc l'erreur est enseignée au Danemark comme étant un apprentissage. Donc en fait l'erreur n'est pas quelque chose d'honteux c'est vraiment le fait de grandir. Et donc l'empathie est un ingrédient de la sécurité psychologique. Se sentir vu, compris, accepté donne un sentiment de non-danger. Parce qu'à partir du moment où on est accepté comme on est, du coup on ose poser cette question ou dire et si on faisait différemment Et donc c'est là où, alors notamment dans l'entreprise, c'est évidemment une bonne base à l'école, mais dans l'entreprise, ça donne cette questionnement, cette agilité, cette innovation, cette créativité dont les entreprises ont évidemment besoin. Oui, complètement. Pour continuer sur le sujet de l'entreprise, pour le coup, nous, dans nos études, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les salariés français ont des difficultés à se sentir parfois entendus par leur hiérarchie. On a un management qui reste assez descendant, avec aussi une aversion de l'erreur, en fait, une peur de faire une erreur et de se faire reprocher cette erreur. On sait que vous parliez de la sécurité psychologique, et en réalité, nous, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a des personnes, des travailleurs, qui n'ont pas l'impression que leurs initiatives soient bien perçues, qu'ils n'ont pas cette liberté finalement de s'exprimer. Et même au global, on voit que cette notion d'empathie,
voilà, de s'écouter, de s'entendre, de se comprendre les uns les autres, c'est pas forcément des valeurs qui sont énormément mises en avant, par exemple par les cadres dirigeants et les cadres encadrants. On avait fait une étude en 2021 sur ça et on voyait en fait que ce qui était les qualités les plus valorisées, ça allait être le leadership, l'expertise, des choses en fait où on reste sur voilà, une vision assez pyramidale de l'encadrement, du management, et l'empathie arrivait en fait assez bas, avec voilà, un répondant sur 5 qui estimait que ça devait être une valeur à porter. Est-ce que c'est aussi est-ce qu'il faudrait aussi changer en fait cet angle d'approche-là? Qu'est-ce que ça apporterait dans l'entreprise de faire ça? Et comment le faire? Alors, je pense que ces valeurs-là ont encore du mal à être définies par les gens, parce que c'est pas des valeurs ou des compétences qu'on a particulièrement développées, donc peut-être très peu estiment de l'avoir, et ceux qui l'ont naturellement peuvent confondre un peu avec la sympathie. C'est-à-dire que quelqu'un qui apporte des gâteaux à tout le monde au bureau, c'est pas forcément une personne empathique, parce qu'il peut y avoir des gens qui n'aiment pas les gâteaux, qui mangent pas le sucre. Non, mais c'est vrai, mais oui. C'est un geste sympathique. Donc cette chaleur humaine, c'est pas forcément l'empathie, c'est une vraie intelligence quand on l'utilise. Et c'est pas à confondre justement avec être quelqu'un de sympathique. Et donc je pense que il peut y avoir cette confusion-là quand on répond à un questionnaire. Cela étant dit, moi, il y a une autre étude sur laquelle moi je me base, qui a été conduite par Boston Consulting Group auprès de 9000 personnes en 2022, donc un peu plus tard, donc suite aussi au Covid. Et là arrive dans les 4 qualités demandées à travers donc, de 9 pays. L'empathie arrive comme parmi les 4 qualités les plus attendues des dirigeants. Il y a d'abord la reconnaissance, se sentir considéré. Il y a une forme de accompagnement, formation, me développer dans mon talent, me former, etc. Il y a donc l'empathie, et puis il y a ce qui s'appelle le care, donc une forme de bienveillance, mais à nouveau pas le côté bisounours, mais plutôt accompagner les cycles de vie d'une personne. Et auparavant, cette étude avait aussi vision stratégique, des compétences des dirigeants, parce que plus c'est BGZ, on parle de head, heart and hands, donc la tête, le cœur et les mains, c'est-à-dire effectuer les tâches, etc. Et là, les 4 qualités, c'était 4 qualités du cœur qui arrivaient en tête. Donc, mais évidemment, c'est difficile de séparer les choses, parce qu'on ne peut pas diriger un grand groupe juste en étant empathique et en ayant compris les cycles de vie des gens. Donc évidemment, il faut il faut un tout en fait, parce qu'on parlait, il faut du leadership, il faut de l'expertise, il faut de l'empathie, il faut cette capacité à diriger. Et c'est vrai que là, ce que vous dites en fait sur cette évolution, nous c'est ce qu'on a pu voir après le Covid en fait, où il y a vraiment une redéfinition de la place du travail dans la vie. Où vraiment on a eu des personnes avec le chômage partiel, avec le télétravail aussi qui s'était généralisé, qui ont remis en fait le travail à leur place et qui ont mis beaucoup d'importance en fait dans l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mais avec aussi cette idée que c'est un continuum, que ma vie professionnelle est aussi ma vie personnelle. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, dans ces qualités-là, il y a vraiment cette notion de se dire, en fait, je suis une personne, je travaille dans une entreprise, je veux être reconnue en tant que personne et je veux progresser dans cette entreprise, mais aussi personnellement. Et l'empathie permet aussi, en fait, parce qu'on parlait, ça permet de comprendre, ça permet d'accepter et donc ça permet d'être plus pertinent dans les accompagnements qui sont proposés, dans la compréhension de cette personne. En réalité, elle est plutôt douée ici, on va la laisser fleurir ici, plutôt que de la forcer à rentrer dans un moule qui ne lui convient pas. Mais ok, c'est très intéressant. Et pour revenir, parce que donc, le titre de votre livre, c'est « L'empathie, ça s'apprend », en fait, une préconception qu'on peut avoir, c'est de se dire c'est inné. C'est une qualité qui est innée, ça ne s'apprend pas, on est empathique ou on ne l'est pas. C'est possible d'apprendre à être empathique? Oui, parce que je reviens sur ma définition qui est presque un peu technique. En tout cas, il y a évidemment plusieurs sortes d'empathie, mais là, l'empathie cognitive, où il s'agit de comprendre les idées des autres, ça s'apprend, bien sûr. C'est déjà
par un premier travail qui est de se connaître soi-même, comprendre notre point de départ, nos valeurs, nos croyances, c'est-à-dire comment on voit le monde, comment on voit les autres, comment on se voit soi-même, parce que ça donne le filtre sur lequel on va lire le monde, on va collectionner les informations, on va collectionner des preuves, un peu comme les algorithmes, toujours dans le sens de nos propres croyances. Oui. Et donc, ce travail-là est assez important pour comprendre comment on voit l'autre. Quelle est la coloration, quel est le filtre qu'on met dans cette lecture de l'autre. Et si on n'a pas fait ce travail en amont, justement le fait de se mettre à la place de l'autre peut vraiment créer des mauvaises lectures de l'autre et même faire qu'on tombe à côté. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. Après, l'empathie, ce que j'appelle l'empathie chaleureuse, est peut-être plutôt quelque chose d'inné. La personne qui naturellement est extrêmement empathique, qui ressent les émotions peut-être plus des autres, il y a une forme de... Oui, mais qui peut tomber aussi dans une forme de compassion, qui sera toujours là pour aider l'autre, etc. Mais même les gens très empathiques qui ressentent avec les autres et chaleureuses, ils peuvent aussi ne pas lire l'autre qui est plus pudique, qui n'a pas envie de cette aide à ce moment-là. Oui. Donc l'empathie, c'est vraiment de pouvoir voir quelle est cette personne qui est devant moi, quelles sont les valeurs de cette personne-là, quels sont les besoins, et accepter que peut-être quelqu'un n'a pas envie qu'on les aide à ce moment-là, et pouvoir accepter cette différence-là. Donc c'est quelque chose où effectivement il faut se mettre un peu de côté et vraiment regarder l'autre. Mais en fait, pour se mettre de côté, il faut se connaître en fait. C'est hyper intéressant. C'est le point de départ. L'idée, c'est pas de s'oublier, parce qu'on arrive... Enfin, vous preniez par exemple l'exemple d'une personne qui est très optimiste, qui prend chaque événement comme des opportunités, et quelqu'un qui cherche plus de la sécurité, etc. Si on arrive sans se rendre compte que ce qui nous paraît aller de soi, ça ne va pas forcément de soi. Non. On peut pas rentrer en communication avec l'autre et le comprendre en fait. Et l'accompagner si jamais il en a envie. Et c'est aussi, dans cette connaissance de soi, c'est aussi une forme de gagner une forme d'humilité en se disant que voilà comment je vois le monde, comment je suis, quelles sont mes valeurs, voilà mes valeurs. Mais c'est pas forcément, c'est ni la seule façon d'être, ni la meilleure. Et si on l'a choisi, on pourrait imaginer nous-mêmes que c'est du coup la meilleure façon d'agir ou d'être, ou les meilleures valeurs, ou vous voyez bien que, il est évident que. Donc c'est ce qui est assez dangereux par rapport à cette dynamique qu'on cherche à créer dans une forme d'empathie sociale notamment, où c'est justement cette intelligence collective de pouvoir écouter. À un moment donné, il faut trancher, etc. Et à nouveau, c'est pas pour en permanence être d'accord avec tout le monde, c'est même pas ça, mais c'est de pouvoir accepter à nouveau cette différence. Et ça permet vraiment un vrai espace d'innovation, de créativité et de collaboration. Ouais. Et on voit à travers de plusieurs études que quand il y a cette sécurité psychologique, où l'empathie c'est un ingrédient, la confiance évidemment aussi, on voit les performances nettement supérieures que dans d'autres équipes. Et je pense que quand on a réalisé pour le livre, avec occurrence le sondage pour un peu comprendre quelle est la relation à l'empathie en France notamment, une grande majorité des Français disaient l'empathie, c'est une très bonne chose. Bah oui. On avait presque 80% qui disaient c'est une bonne chose, l'empathie, tout en estimant que même pas 20% de Français faisaient preuve d'empathie finalement. Et donc cet écart-là, et d'ailleurs on avait posé une autre question dans le sondage avec occurrence, qui était... selon la phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Ouais. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette phrase ? Et 52% des Français disaient l'enfer, c'est tout à fait les autres. C'est fou. Ouais. Et en même temps, quand on parle de ce postulat-là, c'est compliqué de rentrer en communication avec d'autres. Bah, complètement. Ouais. Parce que l'autre, du coup, est l'ennemi. Et donc, il faudrait que je me défende. Il faut que je défende ma position comme étant la position à gagner, qui doit gagner. Et donc,
c'est pour ça que je parle d'une forme de recul ou humilité, de dire voilà ce que je pense, mais je suis à l'écoute de voir, peut-être il y a des nuances que je n'ai pas vues. En fait, ce qui est intéressant aussi et ce qui transparaît, c'est qu'il y a l'idée de ne pas forcément faire des hiérarchies. Vous disiez, la manière dont je pense n'est pas forcément la meilleure. Et en fait, partir du postulat, de se dire ma façon de penser est la bonne, bah là aussi, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de compréhension de l'autre, on coupe tout. Donc il y a vraiment, voilà, vous parliez d'humilité, oui, il y a vraiment l'empathie, c'est aussi avoir l'humilité de se dire je ne sais pas tout. J'écoute, je découvre. Voilà. Et c'est une richesse énorme. Quand on sait vraiment écouter, à la fois écouter ce qu'il dit, mais aussi écouter les signaux faibles, là, c'est les meilleurs dirigeants. Ça, c'est sans aucun doute. Ouais. Ceux qui savent, déjà ce que j'appelle un leadership authentique, qui se connaissent bien et qui osent donner leur mode d'emploi pour avoir un fonctionnement plus simple, ils économisent une énergie énorme, parce que quand on est soi-même, on ne dépense pas de l'énergie à avoir peur qu'on ait découvert comme un imposteur ou jouer des rôles à n'en plus finir. Donc c'est sûr que ce point-là, avec une bonne écoute, et à nouveau, vraiment, je souligne, c'est pas le côté bisounours, à tomber dans un côté mère-père, enfant, au contraire, c'est vraiment traiter les gens comme des adultes, et je dirais même que c'est une forme d'empathie presque froide. Alors peut-être il y a des gens qui vont pas aimer ce terme-là, mais je l'ai dit parce que je trouve que l'empathie peut avoir mauvaise pub, entre guillemets, à cause de cette association de « Ah, j'ai mal à la gorge et vous allez m'apporter un thé chaud et puis c'est mignon ». Mais c'est quand on comprend vraiment le côté, la puissance, quand on sait l'utiliser dans les relations pour apaiser, pour créer cette sécurité psychologique, c'est formidable, mais vraiment. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment très riche. Et c'est un sujet riche, oui. Mais oui, c'est un sujet très riche, donc merci d'avoir partagé avec nous et d'être venu nous voir. Et ça donne de l'espoir pour les relations entre les personnes. Si l'empathie, ça s'apprend. Je suis d'accord. Voilà, et nous, on se retrouve juste après pour le parcours collaborateur de Sarah. Merci. Merci. Bon, c'était rapide, hein. Super. Bah oui, 27 minutes. Bah voilà. C'est très bien. Je n'arrive pas à arrêter l'enregistrement, je crois. Ah, stop.